La tarentelle, le petit pont de bois, prendre un enfant par la main, j'ai la guitare qui me démange. On connaît tous ces chansons qui ont accompagné notre enfance, notre adolescence. Et bien au-delà, j'ai le grand plaisir de recevoir Yves Dutheil dans cette émission. Yves, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vos chansons font partie du patrimoine français de la chanson, parce qu'elles sont bien écrites, parce qu'elles sont bien composées aussi. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que peuvent représenter vos chansons aujourd'hui, voilà, pour la France et pour ceux qui aiment la chanson? C'est une grande vision, en fait. Moi, quand je les écris, évidemment, je n'ai pas cette vision du tout. Je l'ai avec le recul parce que les gens m'écrivent, parce que je me rends compte qu'elles sont rentrées dans les familles, dans l'histoire des naissances, des baptêmes, des événements familiaux, douloureux ou doux, c'est-à-dire autant dans la douleur que dans la douceur. Oui, c'est une drôle d'impression. Et je le sais par le fait que les gens m'écrivent et me le racontent. Vous savez que chez moi, à la maison, vous êtes un héros. La puce sur le piano, ça fait hurler de rire mes enfants. Cette chanson-là, toutes les chansons, les petites casquettes, John était amoureux, moi qui m'a accompagné, on chante vos chansons à nos enfants. C'est ça aussi, il y a une transmission qui se fait, peut-être moins avec d'autres artistes. Avec vous, voilà, la transmission se fait. L'aventure continue. Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement comment ça s'est produit, parce que les enfants se sont appropriés mes chansons à travers les parents, à travers les instituteurs, tous ceux qui avaient justement en charge cette idée de transmission. Et du coup, effectivement, cette image de chanson pour les enfants s'est peu à peu imposée, alors que j'ai écrit ces chansons-là pour les adultes. Et que ça a été une rencontre avec les familles, avec les générations. Et qu'aujourd'hui, je rencontre plein de grands jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui ont des enfants maintenant, mais qui me disent, ben voilà, moi j'ai été nourri à vos chansons, bercé avec vos chansons. Et je trouve ça très émouvant, très touchant. Moi, je reste persuadée que ce sont des chansons d'adultes, hein, mais il y a des petits rythmes très, très sympathiques qui font que, voilà, c'est accessible aussi aux enfants. Je crois me souvenir que prendre un enfant par la main, je me souviens de ça, mais ça date de mon adolescence, ça avait été élu chanson du siècle. C'était bien ça, hein? C'est exactement ça. Ah oui, c'est pas un faux souvenir. Non. Et ça m'avait impressionné. Je m'étais dit, du haut de mes 15 ou 16 ans, mais c'est mérité, mais il a raison. Enfin, je sais pas qui décerne ce genre de titre, et peu importe. Mais cette chanson est tellement porteuse de tellement de choses. Prendre un enfant par la main, voilà, quand on se dit, je veux réussir ma vie, c'est ça qu'on veut faire. On veut réussir ce qu'elle dit dans la chanson. Il y a quelque chose d'un peu magique dans les chansons. On écrit quelque chose, et puis ça vous dépasse, ça se développe de façon différente de la façon dont vous l'aviez pensé. Et en réalité, à ce moment-là, je cherchais vraiment quelque chose d'universel. Mais je ne savais pas du tout dans quel sens je disais ça. Alors je cherchais des sujets universels, la guerre, la société, l'avenir, la paix, etc. Et puis finalement, c'est dans des élans très intimes que j'ai fini par toucher du doigt cet univers, cette universalité. Mais c'est toujours ça, c'est l'intime qui rejoint l'universel. Les grandes chansons, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ça. C'est des complicités dans des choses qu'on partage, mais à un niveau qui est insoupçonnable. On ne sait pas exactement où on a touché dans le cœur des gens et dans leur vie, mais on a atteint quelque chose qui nous est tous commun. Alors, des chansons, vous ne cessez pas d'en écrire. Il y a ce dernier album, Flagrant délice, et non pas Flagrant délire, pas du tout, Flagrant délice, avec 12 chansons que vous nous offrez. Comme toujours, on y retrouve finalement peut-être tout ce qui fait votre patte. On dit ça pour un... Oui, votre patte, c'est l'humanité. Je crois qu'avant tout, quand on vous lit, quand on vous écoute, quand on vous lit aussi, parce qu'il y a ce livre, La petite musique du silence, collection Grand Témoin, qui est peut-être pas une compilation totale, mais une sélection d'articles que vous avez pu écrire pour Panorama. Pendant 9 ans, vous avez lu dans Panorama. Oui, c'est exactement ça. Voilà, et il y a une écriture qu'on retrouve avec toute cette humanité qui, on imagine, vous gouverne. En tout cas, ça vient pas de nulle part. Je pense que l'humanité, c'est peut-être ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cynisme, beaucoup de haine, beaucoup de violence dans notre société aujourd'hui. Et il manque ce parfum d'humanité qui fait que la vie devient supportable, alors qu'elle est dure, qu'elle est très impitoyable. Et que ce qui nous touche, c'est chaque fois qu'il y a un geste ou un regard. Et le mot humanité, c'est un mot assez ambigu. Il désigne en même temps le peuple de la Terre, les humains, mais en même temps un sentiment, une attitude. Et je préfère penser que l'humanité, c'est une attitude, c'est un regard, une façon d'être. Et que on peut être, si on le veut, dans l'existence, on peut être Hitler ou Mandela.
et que on choisit son camp en général. Il y a des gens qui choisissent d'être ceux qui vont trouver dans leur nuit la force d'inventer des moyens de guérir, des moyens de sauver, des moyens d'aider les gens en difficulté. Puis d'autres qui vont choisir le camp de la haine et fabriquer des objets pour détruire des vies, pour détruire des innocents, pour se venger de quelque chose et de perpétuer la violence. Moi, j'ai choisi mon camp aussi. C'est vrai que sans être forcément dans ces extrêmes-là, à un moment, il y a une des chroniques qui est consacrée, donc je le répète, la petite musique du silence, aux collections Grands Témoins. Il y a une chronique qui est consacrée aux maires, parce que vous, on sait, je ne sais pas si vous êtes toujours maire de Précy-sur-Marne, toujours, c'est un engagement de longue durée, bravo. Et vous parlez de ces milliers de maires, de tout petits patelins ou de plus grands villages ou de petites villes qui bénévolement ou presque donnent de leur temps et vont aller discuter le prix d'un réverbère pendant que leurs administrés dorment depuis belle lurette. Et vous dites, bah voilà, c'est un peu des héros du quotidien parce que c'est pas passionnant de discuter le prix d'un réverbère et pourtant on fait ça pour les autres, pour que la vie ressemble un petit peu plus à la manière dont on la voit et dont on voudrait qu'elle soit après notre départ. C'est des héros du quotidien. Vous savez, ça me fait penser à cette légende du colibri que reprend Pierre Rabhi, et qui dit simplement, le colibri, il voit dans un immense incendie de brousse une petite pièce d'eau, une mare, il va chercher une goutte d'eau, il la jette sur le feu, puis il retourne, et puis il rejette une autre goutte d'eau, puis il retourne à la mare, il va chercher la goutte d'eau, puis il y a le tatou qui le regarde, qui dit, non mais attends, tu crois pas quand même que tu vas éteindre le feu avec ta goutte d'eau? Et le colibri dit, non, je sais, mais je fais ma part. Et je pense que je revendique ma goutte d'eau, je revendique mon grain de sable. Et je pense que l'océan, quand il y a une déferlante, la déferlante, elle n'est faite que de gouttes d'eau qui, une fois rassemblées, ont une force extraordinaire. Alors on reparlera de la petite musique du silence dans un second temps. Moi je voudrais revenir à Yves Dutheil, chanteur, même si bien sûr c'est le même homme, on est bien d'accord. Il y a peu de temps vous étiez au Trianon pour 2 concerts, c'est ça, 2 concerts, donc ovation, les gens debout. On vous attendait depuis longtemps, je crois. Yves Dutheil, qu'est-ce qui fait qu'on vous a attendu si longtemps? Il s'est trouvé que sur mon chemin, j'ai eu ce qu'on appelle un pépin de santé. C'est en janvier 2013, ça. En janvier, voilà. Je me suis effondré à un moment donné avec un vrai gros problème de cœur et qui a nécessité, avec pas mal de complications, une opération à cœur ouvert. Et donc ça se fait pas en quelques semaines, il faut l'opération, il faut la convalescence, la rééducation, ça prend quand même plusieurs mois. Donc j'ai disparu des écrans radars pendant toute cette période en gardant cette discrétion qui a permis de traverser cette période sans avoir l'inconvénient de ce côté people qu'on traverse aujourd'hui quand on médiatise les choses. Et donc j'ai disparu effectivement de l'image et du son. Et il a fallu tout reconstruire après, une fois sorti de cette parenthèse un peu inattendue. Et me voilà, et me revoilà. Et donc, avec ce disque qui est tout neuf, mais qui n'a pas encore été vraiment présenté au public. Et puis, en germe, un spectacle, une envie incroyable de remonter sur scène avec une force nouvelle, puisque je suis guéri. Comme une renaissance, quelque part. Oui, c'est une sorte sur scène, c'est pas rien. Hein. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser peut-être que si je ne suis pas resté dans cette épreuve, comme c'est quand même le cas souvent pour ce genre de pathologie, c'est peut-être parce que j'ai encore du boulot à faire et que mon travail n'est pas terminé. Voilà. Donc on a monté un spectacle et c'est un vrai bonheur parce qu'on a une équipe formidable. Je travaillais avec Néry, avec qui Néry, c'était le chanteur du groupe Les VRP. On ne s'attend pas à me voir, moi, m'entendre bien avec quelqu'un d'aussi différent. Eh bien si. Et non seulement on s'entend bien, mais on avait déjà travaillé ensemble pour le spectacle précédent. Ça s'était très bien passé. Donc on a voulu recommencer. Et c'est encore mieux. Moi, je trouve qu'on a encore fait plus amusant, plus de plaisir, plus de bonheur. Parce que bon, les chansons qu'on connaît tous sont revisitées. Ça, c'est bien d'amener un petit peu de surprise sur des chansons dont on connaît chaque accord de guitare, chaque note, etc. Des chansons sont revisitées. Il y a aussi les nouvelles chansons qu'on connaît moins, mais qu'on découvre avec avidité. Il y a donc un mélange de nostalgie, un mélange de curiosité de choses nouvelles. Ce public qui vous attend depuis longtemps, qui est là, qui vous ovationne, 3 rappels. Enfin bon, on se dit, les artistes, ils vivent pour ça. C'est pour ça que finalement, vous êtes peut-être ressorti de cette épreuve vivant déjà, et on vous en remercie pour nous, pour vous. Et ça doit être quelque chose quand même. Oui, c'est sortir de la vivant, et vivant aussi de rêve et d'envie, de plaisir. On a revisité les chansons en les respectant complètement, mais en leur donnant une couleur
complètement différente, surprenante, mais très respectueuse de l'original. Et la mise en scène a d'abord été musicale. Et puis ensuite, elle est devenue une recherche de fluidité dans le spectacle, de bien-être sur scène, parce que je crois que quand on rentre dans une pièce et qu'on a un groupe de gens qui vous attend, c'est vous qui donnez le ton du bien-être des autres. Quoi. Vous mettez les gens à l'aise, vous allez tous être complètement à l'aise. Et le spectacle, c'est vraiment le besoin d'être détendu, d'être bien, d'être simplement là pour échanger, pour partager. Et donc, c'était une espèce de foisonnement d'idées qui est né de cette envie, de cette force nouvelle. Alors on va regarder quelques images, non pas du spectacle, mais de la répétition. Et si vous voulez voir le spectacle, à vous qui n'êtes pas parisien et qui avez raté Yves Dutheil au Trianon, alors il y a un site internet, on trouvera certainement les dates de tournée. De concert, voilà, ce sera plus simple. En tout cas, voici quelques images qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Le temps passe, le temps presse, on fait tout à toute vitesse, sans penser, sans réfléchir, pour faire, pour agir, on s'emballe, on s'agite, au plus simple et au plus vite, pour parer au plus pressé, au mépris des vrais dangers, au bazar de l'éphémère, on vend tout et son contraire, vite fait, mal fait, la rançon de l'à peu près, jusqu'au jour de la facture, au réveil de l'imposture, on comprend mais un peu tard qu'on sait bien laisser avoir. On est tous sur la toile, vers les étoiles, sur Vénus et pour Cythère, pour changer à Jupiter. Le temps passe, le temps presse, de réduire notre vitesse, au hasard des radars, regagnons nos points d'espoir. Alto stress à la fin, on n'a plus le temps de rien, soyons bien, soyons fous, regardons autour de nous. Alto stress à la fin, on n'a plus le temps de rien, soyons bien, soyons fous, et prenons le temps de tout. Alors, il y a tout ce qui fait Yves Dutheil. Il y a la voix qui est là, il y a le rythme assez entraînant, la diction parfaite, rapide. Il y a tout ce qui fait ce qu'on aime dans vos chansons, en tout cas dans celles qui sont les plus précipitées, évidemment, avec le thème que vous évoquez. Il fallait bien que ce soit un petit peu rapide. On retrouve des thèmes, j'y pensais en écoutant la chanson, transversaux entre vos chansons. Et puis, ce qu'on peut lire sur la petite musique du silence, il y a une chronique sur cette rapidité, sur toute notre société de consommation qui va de plus en plus vite, avec les iPhones, je ne veux pas dire de marque, pardon, enfin, les textos, les SMS, les mails, les TGV, tout va toujours plus vite, toujours plus vite. On sent que c'est un thème qui vous travaille, ça. Oui, parce que les chansons, c'est une occasion de dire des choses sérieuses en s'amusant. Et cette chanson, par exemple, c'est vraiment l'illustration. C'est une chanson légère, presque comme ça, prime sautière, quoi. Mais quand on lit le texte, tout ce que je dis dans la chanson, je le pense profondément. Je pense que oui, on promulgue en toute hâte des mesures de carton-pâte prises à tort et à travers pour brasser des courants d'air, par exemple. Mais c'est pas anodin, c'est la vérité, souvent. Et je pense que dit en chanson, dans les miennes en tout cas, le ton de la musique dément très souvent le ton du texte. Et j'ai l'habitude de dire des choses graves ou violentes avec douceur, de dire des choses sérieuses avec légèreté, et de parler des vraies questions qui nous interpellent avec un côté décalé qui permet aussi d'en faire une chanson, parce qu'une chanson, ça doit d'abord être un divertissement. Et est-ce que, alors ça c'est vraiment une question de... moi ce qui me fascine chez les compositeurs, les créateurs de chansons, c'est de trouver à chaque fois les paroles qui sonnent juste, sur la musique qui va aller pile poil dessus. C'est un don que vous avez, ou c'est un travail de titan et vous passez un mois sur chaque chanson et Noël, votre femme, vous récupère voilà, par terre comme une serpillière? Enfin, ça se passe comment? Liquéfié. Liquéfié. Vide. Non, en fait, oui, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai souvent pris l'habitude d'écrire les textes avant les musiques, parce que je me suis rendu compte que faire une musique sur un texte, c'est souvent trouver le ton avec lequel on va dire le texte. C'est-à-dire, je dis, c'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Vous allez le dire comme ça. Puis après, vous allez essayer de dire, bon, bah, c'est quoi la musique de ces mots-là? Et vous allez dire, bah, c'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. On y est presque déjà. Ouais. C'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. C'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Et la guitare n'arrive qu'après? Là, non, vous êtes toujours en voix. La guitare est en même temps. Le piano. Donc, de plus en plus, j'essaie de mettre la musique sur les mots, parce que je me suis rendu compte que, le contraire,
Je sais le faire aussi. Prendre un enfant, j'ai la musique et j'ai mis les mots dessus. Mais le plus souvent, la contrainte de la musique est plus dure à maîtriser pour mettre des mots qui ont un sens. Quand on a la liberté totale du sens des mots, ben on la prend. On va écrire ce qu'on a envie. Et après, on va trouver le ton sur lequel on le dit. Et à nous de travailler pour que la musique sorte du ronron, de la trop grande régularité du texte, des octosyllabes ou même parfois des alexandrins. À quel moment vous avez su dans votre vie que vous vouliez être chanteur et que ce serait ça et pas autre chose? Pas tout de suite, parce que mes parents étaient tellement contre qu'il a fallu que je m'adapte, en fait, que je me persuade que de toute façon ça allait rester un passe-temps très agréable et que j'allais avoir un vrai métier en dehors de ça. Alors à quel moment vous êtes affranchi alors? Je crois que c'est après mon service militaire, quand je suis rentré, que j'ai cherché vraiment du travail. En même temps que je cherchais du travail, j'allais au petit conservatoire de Mireille, j'essayais de faire la Manche. Enfin, j'avais toujours une espèce de petit côté rebelle qui faisait que je passais par des sentiers de traverse vers moi ce que j'avais envie de faire. C'est bien ça qu'elle raconte cette chanson. Exactement, oui. Quand je jouais de la guitare avenue de l'Observatoire ou rue Dufour et rue Vaugirard. J'avais à ce moment-là, je passais dans des cabarets, je chantais en faisant la Manche. En ouvrant la porte, en rentrant chez vous, vous êtes devenus, en rentrant chez nous, vous êtes devenus en quelque sorte des amis à nous. On rentrera pas les mains vides, c'est déjà beaucoup, mais pour pouvoir continuer, il faut gagner des sous. Faut pas trop vous étonner qu'on vous les demande à vous. Bravo. Et après, vous avez la quête. Bravo. Oui, c'est l'école de la rue. L'école de la poésie, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on apprend à écrire? Est-ce que vous vous êtes dit, quand même, là, je me suis quand même améliorée quand je regarde mes premières chansons, puis que je regarde celles d'aujourd'hui, il y a quand même une éducation. Est-ce qu'on s'éduque soi-même à l'écriture? Il y a un chemin, hein, c'est sûr. Quand j'ai commencé à faire mes premières chansons, c'était La Puce et le pianiste, ou c'était des chansons comme ça, qui avaient des sujets comme ça que je saisissais au vol, comme on attrape un petit peu un courant d'air. Et peu à peu, je me suis surpris à écrire des choses peut-être plus profondes, plus élevées, Mais en même temps, je n'avais pas forcément envie d'aller vers des chansons ennuyeuses, sérieuses, ni de faire prof un peu, quoi. Il a fallu trouver votre style, en fait. Oui. C'est ça. Et j'ai eu une très longue conversation en 1985 à l'île d'Orléans avec Félix Leclerc. Que vous citez plusieurs fois, d'ailleurs, dans votre livre. On sent l'admiration. Ah oui, c'est un homme extraordinaire. Sans y toucher comme ça, il y avait la rencontre, il y avait avant et après. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Et c'est aussi quelqu'un qui vous dit quand un arbre tombe, il laisse 2 trous, le plus grand dans le ciel. Et donc toutes ces petites phrases comme ça qu'il égrenait avec talent et avec des fulgurances, eh ben, il les déposait quelque part à l'intérieur de moi et moi ça germait. Et cette conversation c'était sur la langue française. Il me disait, c'est incroyable, il y a ici au Québec 95% de francophones et on vit en anglais. Et c'est pour nous une humiliation permanente d'apprendre les cantiques en anglais et tous ces gens qui nous apprennent les chansons anglophones sont fiers de leur langue et nous, pas assez. Je suis rentré avec ça en France et je me suis dit, mais il a raison. On est en train, nous en France, on croit qu'on est plus fort que les Québécois parce qu'on est plus nombreux. Et on est en train de se faire avoir parce qu'on oublie simplement de dire combien notre patrimoine culturel est beau, et grand, et fort, et riche. Et je me suis dit, il faut que j'écrive ça. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, et c'était parti. Alors ça, c'est une chanson que je voudrais juste signaler que c'est pas la première fois que la troupe de Goldman, Les Enfoirés, on peut presque dire la troupe de Goldman aujourd'hui reprend votre chanson. Et là, dans le dernier spectacle qui vient d'être enregistré, ils ont repris La Langue Belle. Il y avait eu La Tarentelle il y a quelques années. Et voilà, et ça signifie bien aussi, hein, parce qu'ils reprennent que des chansons qui font des tubes et des cartons. Reprendre La Langue Belle, surtout en plus la chanson de la fin, si je ne m'abuse, en plus en finale, c'est, outre le fait que ça vous donne une exposition médiatique, on en est très content pour vous, mais c'est surtout ce que ça signifie pour cette chanson, quoi, et pour ce que vous représentez. Ça a dû vous faire plaisir. Ah, mais c'était énorme, j'étais très touché, parce que d'abord on a eu un contact avec Jean-Jacques Goldman, et que c'était drôle parce que on se connaît depuis très longtemps. J'avais choisi de le parrainer dans la nouvelle affiche. C'était une émission d'RTL qui était préparée par Monique Lemarcy et où un artiste déjà un peu installé
présentait des artistes débutants. Un petit jeune. Et moi, j'ai présenté Jean-Jacques Goldman. Donc, c'est un début d'histoire quand même incroyable. Puis bon, on avait un passé encore enfant dans le même quartier, oui. Et donc, on a eu ce contact extrêmement chaleureux, où c'est lui qui m'a remercié d'avoir écrit la chanson et pour tout ce qui se passait entre le public et moi. Et à ce moment-là, j'étais en plein dans cette parenthèse dont je parlais au début. Et pour moi, ça a été un moment très fort, quoi, très chaleureux. Et puis, voilà, voir cette reprise. Et surtout, c'est des amis qui sont revenus du spectacle des Restos du Cœur et qui m'ont dit, on s'y attendait pas, on a été pris par l'émotion et on avait les larmes aux yeux et toute la salle a repris la chanson. C'était un moment extraordinaire. Et donc j'ai reçu ça doublement en plein cœur. D'abord l'hommage de mes confrères artistes. Vous savez, l'estime, c'est une forme d'émulation qui vous donne envie aussi d'écrire, qui vous donne envie de continuer. Et ce contact a eu cet effet-là. Alors je vous propose d'empoigner votre guitare, parce qu'évidemment... Yves Dutheil sans sa guitare, bon, c'est dommage, quoi, même si on aime vous entendre parler. C'est une nouvelle chanson que Yves va nous interpréter, un extrait de « Et si la clé était ailleurs ». Alors je vous dis que cette chanson, vous pouvez la retrouver sur le dernier album d'Yves Dutheil, Flagrant délice, une douzaine de titres, et le numéro 3 s'appelle « Et si la clé était ailleurs ». En voilà une question. Chaque jour, le temps nous trahit, il nous promet d'être immortels, mais sur le seuil du paradis, c'est vers l'enfer qu'il nous appelle, et c'est lui qui nous fait défaut, il nous apprend dès le berceau, à nous hisser jusqu'aux étoiles, en bâtissant des cathédrales. Puis en nous regardant vieillir, nous débattre et nous affaiblir, il reprend ce qu'il a donné. Le présent ne sait que passer. Il nous parle d'éternité derrière sa faux bien affûtée et nous fait croire qu'on le retient, puis il nous glisse entre les mains. Mais si la clé était ailleurs, dans l'infini ou dans nos cœurs, et si rien n'existait vraiment, sinon ici et maintenant. À présent, je sais que le pire, ce serait de ne pas vieillir, d'arriver là où tout s'achève, sans pouvoir terminer mon rêve. Puisque les jours nous sont comptés, je voudrais vivre à tes côtés, ce qui reste de temps humain, sans jamais te lâcher la main. L'hiver peut bien venir un jour, rompre le fil de cet amour, effacer l'ombre de nos corps. J'aurais tissé d'autres décors et gravé ces instants volés en mots, en notes et en pensées, pour pouvoir les chanter encore, beaucoup plus loin et bien plus fort, dans l'infini ou dans nos cœurs. Et si la clé était ailleurs, défier la mort et rassembler les milliards de grains de beauté disséminés dans l'univers, et l'amour qu'il reste à donner pour l'offrir à l'éternité, et l'amour qu'il reste à donner pour l'offrir à l'éternité. Bravo, oh là là, qu'est-ce qu'elle est émouvante. Ah, moi j'adore le côté concert privé, rien que pour moi, mais je sais que vous êtes là, vous aussi, qui nous regardez et qui nous écoutez. Évidemment, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est touchante, cette phrase. Le pire serait de ne pas vieillir. On sent que le monsieur, il est passé pas très très loin du repos éternel. Hein. Et pas que moi, en fait. On a traversé ça aussi avant, avec Noël, mon épouse. Et bon, effectivement, c'est ce qu'elle dit. Elle dit finalement, je crois que l'important, c'est surtout de vieillir. Oui. Les gens ne veulent pas vieillir. Oui, on leur dit c'est quand même une chance de pouvoir vieillir quand, effectivement, on a traversé cette période où l'incertitude s'installe et où on ne sait pas si on va avoir la chance de pouvoir vieillir.
Yves Dutheil, nous allons accueillir le second invité de cette émission, invité et eux, puisqu'il s'agit d'une femme. Elle est comédienne, elle est auteure de théâtre, elle est metteur en scène, elle est fan de vous, ça tombe bien quand même. Elle s'appelle Pauline Massiat et elle va venir nous rejoindre. Il va falloir que la guitare d'Yves Dutheil lui fasse une petite place sur notre canapé rouge, sinon ça ne va pas être possible. Bonjour Pauline. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour Pauline. Asseyez-vous. Yves, Pauline et la guitare, bien sûr. Quand je pense que je suis fan d'Yves et qu'il ne me connaissait pas. Ah non. C'est chose faite maintenant. Maintenant, je vous connais. Vous avez écouté la première partie de cette émission à Pauline depuis les coulisses. Est-ce qu'il y a une phrase particulière ou une idée que Yves a pu développer qui vous a spécifiquement interpellé ou intéressé? J'aime beaucoup la référence de l'arbre qui tombe et qui laisse deux trous, le plus grand étant le trou qu'il laisse au ciel. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la chanson, le plus dur serait de ne pas vieillir. Pour moi, c'est très perturbant parce que je me dis que je peux mourir demain, quoi. Mais je le dis parce que je ne meurs pas. Oui, en fait, ce que je me dis, moi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dont on est sûr dans sa vie et des choses qui sont complètement incertaines. Il y a une chose, en tout cas, dont on est absolument sûr, c'est que ça va très mal finir. C'est sûr. Et c'est curieux parce que c'est la seule chose à laquelle on refuse de se préparer. Alors que c'est la seule chose dont on est certain que ça va arriver. Et chez nous, en Occident, on zappe complètement cet aspect des choses. On refuse de regarder la mort en face et donc d'envisager sa propre mort comme quelque chose qui pourrait nous permettre de nous y préparer. Alors moi, c'est quotidiennement que je me prépare à ma mort. Mais c'est pas du tout une surprise. Enfin, si je meurs demain, ce que je dis à mes enfants, je peux mourir. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, hein, énormément de choses que je n'ai pas faites. Donc ça vaudrait le coup de vivre encore, mais je peux mourir. J'ai connu l'amour, j'ai eu des enfants, j'ai planté un arbre, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait le métier que j'aimais. Voilà, j'ai de la chance, j'ai tellement d'amis qui sont morts tellement jeunes. Je me dis, mais chaque journée supplémentaire est un cadeau, quoi. C'est un luxe. En plus, on peut se dire qu'on n'est pas à l'abri du meilleur. Ça, c'est pas faux. Alors Pauline est avec nous, juste pour ceux que ça intéresse cette conversation, sachez que Yves a écrit une chronique, je les ai toutes lues, une chronique sur ce thème-là de la mort et comment on s'y prépare peut-être pas assez et comment on l'occulte surtout en fait. Et c'est très bien écrit comme toujours. Pauline, vous avez beaucoup d'actualités, donc je sais que vous êtes actrice, comédienne, ça c'est votre premier métier. On vient aussi vous chercher pour écrire des pièces de théâtre comme Le Contrat qui va être monté en Corse, figurez-vous monsieur. Il y a une pièce que vous avez mise en scène qu'on peut voir actuellement à Paris dans un théâtre qui s'appelle l'Actéon. La pièce s'appelle La Patiente et vous pouvez aller la voir du 7 février jusqu'à la fin avril, ça vous laisse encore un petit peu le temps, mais ce serait dommage de la manquer parce que c'est une super pièce. Donc ça fait, il y a beaucoup de choses. On commence par quoi? La Patiente peut-être? La Patiente parce qu'on continue justement pour cause de succès. C'est une bonne maladie, vous inquiétez pas. C'est une très bonne maladie et on va jusqu'à fin avril et on change d'horaire, donc ça c'est très bien parce que l'horaire était un petit peu tardif à 21h30, c'est tard en hiver, on n'a pas envie de sortir de chez soi pour aller au théâtre. Et là, on passe les samedis et dimanches à 18h et je trouve que c'est très très bien. C'est un très bon spectacle, une pièce d'Ancavis Dei, une très bonne pièce, très bien écrite et surtout magnifiquement jouée par deux jeunes acteurs vraiment très très bons. Qu'on va citer les acteurs quand même. Allez, Michael Cohen. Oui. Et Barbara Lambert. C'est l'histoire d'une patiente qui va voir un psy et il y en a un des deux qui va tomber amoureux, on va peut-être pas tout dire. Et on a un extrait de cette pièce, donc je propose qu'on regarde l'extrait de La Patiente que vous mettez donc en scène, c'est à l'Actéon, je vous le rappelle. Voilà à quoi ça ressemble. Vous êtes tous les mêmes. Vous voulez dire les hommes? Non, je voulais dire les psys. Vous en avez fréquenté d'autres? J'en ai subi d'autres. Beaucoup? Trop. Et certains vont même plus loin et recommandent une abstinence très stricte qui peut aller jusqu'à la chasteté. Vous ne voulez tout de même pas que je m'empêche de tomber amoureuse uniquement parce que je suis en analyse, déjà que ça m'arrive si rarement. Et d'habitude, on tombe amoureux de son analyste. Oh, vous êtes le nouveau Freud, votre femme est une reine de beauté. De surcroît, elle vous adore et ne vous trompe jamais. Et vu les tarifs que vous pratiquez, vous vous achetez une Rolls le mois prochain. C'est bien ça, n'est-ce pas? À part la Rolls, c'est presque vrai. Vous avez plutôt une tête à avoir la Rolls, c'est pas le reste. Juste un changement d'horaire. Je passe toujours après dans votre emploi du temps. Après vos enfants, après vos élèves, vous ne me laissez aucune place. Oui, bah, il faut bien que je travaille, autrement je pourrais même plus payer mes séances. La
La mise en scène, c'est important hein, dans une pièce de théâtre. On a parlé un petit peu de mise en scène avec Yves en disant la mise en scène a d'abord été musicale sur son spectacle. La mise en scène, c'est ce qui va mettre en lumière et la pièce ou les chansons et les interprètes, qu'ils soient chanteurs ou acteurs. C'est un travail un peu, on a l'impression un peu ingrat et en même temps absolument essentiel. Sinon, le spectacle, il peut faire plof, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ah, moi, j'ai pas la prétention de faire de la mise en scène, vraiment. Ah bon, bah vous faites quoi? De la mise en lumière alors? C'est Michael Lansdal qui dit je fais de la mise en lumière. Voilà, c'est ça. C'est de la mise en lumière. J'aime bien, je préfère. La mise en scène, pour moi, c'est un grand décor, c'est un cirque. Là, il y a de la mise en scène. Voilà. Moi, je fais de la direction d'acteurs. C'est-à-dire que j'aide les acteurs à être meilleurs d'eux-mêmes en servant un texte que j'aime. Je ne peux pas défendre un texte que je n'aime pas. Les mises en scène que j'ai faites, c'est des textes que j'aime. Et donc, j'amène les acteurs à être les meilleurs, à donner le meilleur d'eux-mêmes par rapport à ce texte. Vous allez un peu au théâtre, Yves, vous avez le temps? Oui, oui, oui. Et ça me parle beaucoup, ce que dit Pauline, parce que je l'ai vécu à travers notre propre spectacle. Et c'est vrai, c'est pas... Le mot mise en scène, on a l'impression... Le public pourrait interpréter ça en disant, bon, alors là, tu te mets ici, puis là, tu fais 3 pas, tu vas à la table, tu appuies ta main sur la table, tu fais comme ça, et puis ah là, bon, bah c'est pas ça alors? Pas du tout. Et c'est ça. C'est qu'en réalité, il y a des choses qui se passent, des interactions entre le regard de l'un, le geste de l'autre, qui va dire, là, instinctivement, tu as fait ça, c'est excellent. C'est juste. Voilà. Reprends exactement ce geste-là, parce qu'il était très naturel. C'est un révélateur. Oui, exactement. C'est un regard. Voilà, c'est un regard. Et c'est un regard, en général, de gens qui aiment bien les artistes. Et qui, c'est pas un regard de quelqu'un qui a loupé sa carrière, qui aurait bien aimé être à la place de l'artiste et qui va lui faire tout ce que lui surtout que Pauline est actrice, de toute façon. Pas capable de faire. C'est tout sauf ça. Alors c'est vrai que si on veut vous voir comme actrice, vous allez reprendre, parce que ça a déjà été joué avec succès, pour cause du succès, comme vous dites, qui est une bonne maladie, Ninon de l'Enclos. Vous allez le reprendre cette fois-ci en Avignon, au théâtre du Chêne Noir, qui est toujours une magnifique vitrine d'exposition pour faire faire applaudir et puis se faire acheter le spectacle, avec Cyrielle Claire. C'est Cyrielle Claire, oui, qui est l'initiatrice du projet et qui a monté la pièce. Bravo à elle. Et grâce à elle, d'ailleurs, grâce à son combat, nous partons à Avignon, voilà, pour tout le mois de juillet. Actrice, c'était une nécessité, vous n'aurez rien pu faire d'autre, c'était actrice depuis le départ. Yves, c'est venu un peu tard, il nous a dit un peu tard. Il a fallu qu'il soit un homme fait pour décider que la guitare et la chanson, ce serait ça et pas autre chose, contre l'avis de papa-maman. Ça s'est passé comment, vous, votre pas vocation? Du tout comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi j'étais actrice par hasard, franchement par hasard. Donc je voulais être danseuse. Et vraiment. Et j'avais été reçue à l'Opéra de Paris. Ah, quand même. Oui. Et mes parents refusaient que je rentre à l'Opéra de Paris parce qu'à l'époque, nous étions en province, ça voulait dire l'internat. Pour moi, la carrière d'une danseuse à 30 ans se terminait. Mes parents n'ont pas voulu du tout. Donc pour moi, ça a été un drame tragique. Et comme j'étais très malheureuse dans les études, très malheureuse en droit, très malheureuse voilà, dans la ville où j'habitais, en province, je voulais partir. Et j'ai dit, je vais être actrice, parce qu'on ne peut pas m'empêcher. Comme j'avais des parents quand même très directifs, un papa militaire, enfin ancien militaire, j'avais des parents. J'ai dit, de toute façon, je vais être actrice. Ça, on ne pouvait pas le faire là où j'étais. C'était pas possible. J'étais obligée de partir à Paris. Et je voulais être actrice comme je voulais être bouchère. Je n'avais aucune idée de ce que ça... Pour moi, tous les autres arts derrière la danse étaient mineurs. Et peut-être chanteuse, mais je n'étais pas douée pour le chant. Et voilà. Donc j'ai décidé d'être actrice. Et j'ai eu la chance de tomber au cours Périmonie, qui était un cours formidable, où mon professeur m'a beaucoup aimé, m'a envoyé tout de suite passer des auditions, j'ai été prise tout de suite. J'ai eu vraiment de la chance. Et là, j'ai rencontré ma maman de théâtre, qui était Renée Faure, et qui m'a dit, toi, je te connais, tu viens avec moi tout de suite. Et elle m'a prise, c'était avec Sacha Pitoëf, et elle m'a prise sous son aile, m'a emmené manger, déjeuner, goûter, dîner. J'ai pris 7 ou 10 kilos, je ne sais plus, pendant la tournée. Et surtout, m'a fait aimer le théâtre, parce qu'on était dans 6 personnages d'enquête d'auteur, elle avait des grandes scènes de tragédie face publique, et elle se retournait en disant... Et donc nous, on pleurait de rire derrière, on était morts de rire, et j'ai dit, c'est ça le théâtre, je veux. Vous avez eu des anges gardiens, vous aussi, Yves Dutheil, comme a pu en avoir Pauline Massiat? Quelqu'un qui vous dit, viens petit, je vais t'aider, viens avec moi, on va cheminer ensemble un petit moment. C'était pas aussi explicite que ça, parce que moi, j'ai pas pris des cours. Bon, il y a eu le... Mireille. Oui, mais ça, bon, c'était plus, on se débrouille, et puis on fait son petit bout de chemin.
Mais c'est vrai que bon, il y a eu des rencontres. Il y a des rencontres dont je me souviens encore aujourd'hui. Geneviève Baylac, qui avait été l'auteur de La Famille Hernandez, qui jouait en fait dans des petits lieux. Et un jour, un de mes amis guitaristes me dit bah, moi, je peux pas le faire. Est-ce que tu peux pas me remplacer? Il faut passer l'audition pour voir. Mais donc j'étais allé et puis elle m'avait pris et j'ai fait un spectacle avec 2 comédiennes, Olivia Orlandi et Cléo Berger, qui jouaient dans La Famille Hernandez. Et on avait monté un spectacle de sketch où moi j'étais celui qui arrivait à l'audition puis qui présentait modestement ses petites chansons. Et c'était mon premier vrai spectacle. Et donc elle m'a vraiment mis en scène la première fois de ma vie. Et puis bah, après, il y a eu des rencontres, effectivement, Brassens, Félix Leclerc, des gens Que des petits. Que des tout petits qu'on ne connaît pas. Petits, oui. J'ai eu la chance de jouer avec Joël Favreau, qui était guitariste de Brassens, qui m'a invité donc à assister à la première partie du spectacle où lui il était, et j'ai donc rencontré Brassens. Et puis j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et quand j'ai invité Brassens dans une émission de télé, il est venu. Puis après, j'ai fait connaissance avec Brassens et j'ai eu le sentiment que le fait qu'il vienne était une forme de d'adoubement. Ouais. Et puis je l'ai su après, c'était vrai, c'était vraiment ça. Et Félix Leclerc, alors Félix, c'était une rencontre extraordinaire parce que on s'est rencontrés par notre agent commun en France, Jean Dufour, avec qui j'ai encore aujourd'hui des liens de très profonde amitié. Et il m'a emmené un jour à l'île d'Orléans pour rencontrer Félix Leclerc. Félix, sans le savoir, avait été une sorte de parrain, puisqu'il est tombé malade au moment de sa tournée en France, et que Jean Dufour a donc proposé comme ça, un petit peu de façon improbable, de remplacer l'artiste malade par un autre, moi. Et donc j'ai fait la tournée de Félix en France, dans les théâtres. C'était la première fois que je faisais une tournée dans les théâtres. Et puis on se rencontre à l'île d'Orléans, et puis quand on est reparti, Noël a réussi à faire passer un message à Jean, qui a fait passer à... Noël, c'est l'épouse de Yves Duteil. Et en fait, elle m'a offert un coffret de Félix Leclerc, mais dédicacé par Félix. Et Félix a écrit sur le coffret une dédicace. Et c'était l'année de la mort de Brassens. Et il a écrit « À la mort de l'ours, les 2 loups sont revenus de nuit en pleurant, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un ours jeune à l'ouvrage. Alors ils séchèrent leurs larmes. » Waouh. Et ça s'appelait Fable pour Yves Duteil. C'est un cadeau de la vie, quoi. Oui, carrément. C'était merveilleux. Alors, vous savez, tous les deux, vous avez un point commun. On va sortir du monde de la chanson, mais pas du théâtre. Pauline a écrit une pièce, Les Moissonneurs de Dieu. Enfin, un spectacle, en fait, qui a été joué et qui ne demande qu'à être rejoué. C'est donc une pièce qui existe, qu'on peut lire. C'est un spectacle. Les Moissonneurs de Dieu, ça nous parle de Saint-Vincent-de-Paul. Avant que Yves nous explique pourquoi ça le touche particulièrement, pourquoi Saint-Vincent-de-Paul, Pauline ? Et pourquoi pas? Mais complètement. Mais quelle question stupide, Emmanuel. Mais oui. Mais je vous en prie, parce que Qu'est-ce qui vous touche chez cet homme-là? Oh, rien. Non, j'arrête de dire des bêtises. Parce que quand j'étais au Mans, dans mon église, les petites sœurs nous parlaient de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai eu un catéchisme fait par des sœurs qui nous emmenaient visiter les pauvres. Et je ne savais pas. Moi, j'arrivais d'Afrique du Nord. Et puis de mon village en Corse. Et quand je suis arrivée dans la Sarthe, puisque mes parents sont arrivés dans la Sarthe, je ne savais pas que la pauvreté et la saleté existaient à ce point-là. Et on allait visiter des personnes âgées qui vivaient dans des caves, et on leur apportait des paniers de repas, et on retournait les voir une semaine après ou 15 jours après. « Oh, vous savez, le sachet que vous m'avez donné pour la soupe, ça m'a fait toute la semaine. » Ah oui. Et moi, je découvrais, j'avais quoi? J'étais pitchoune, j'avais 12 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Je découvrais le fin fond de la misère. Avec l'eau qu'on allait chercher dehors parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Et le quart-monde. Le quart-monde. On appelle le quart-monde. Et donc, de ces souvenirs d'enfance, plus tard, l'adulte a fait un spectacle, voilà. Les Moissonneurs de Dieu. Alors, Yves, petite scoop vous concernant par rapport à Saint-Vincent-de-Paul. Je ne l'ai pas dit à Pauline avant l'émission. Mais non, je suis étonnée. Que se passe-t-il? J'ai été contacté il y a très longtemps déjà par Bruno Dardelais, qui m'a demandé en fait, de parrainer les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai accepté cette année-là. Et puis Bruno est revenu chaque année à la charge, entre guillemets, pour me dire, est-ce que vous continuez votre soutien? Oui. Et donc chaque année, j'ai écrit en fait l'éditorial de la campagne de l'année pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et je suis toujours parrain
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul encore aujourd'hui. Donc vous êtes baignés tous les deux de spiritualité vincentienne. Voilà, on l'a pas fait exprès, mais je trouve ça joli de vous rencontrer en Christ à travers les pauvres, parce que c'est vraiment le charisme, on peut dire, de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, j'ai pas voulu vous le dire pour vous faire une petite surprise. On a ça, la Corse aussi en commun, l'amour de la Corse. L'amour de la Corse. Et puis, la solitude n'est jamais, pour parler de Saint-Vincent-de-Paul, c'est jamais une chose voulue. C'est quelque chose de subi. Donc, il suffit parfois d'un simple geste, d'un simple mot, et le mot-clé, souvent, le mot de passe, parce qu'on vit au milieu de tous les mots de passe et autres codes. Les codes, digicodes, les codes secrets. Et en fait, il y a un mot-clé qu'on dit moins souvent, c'est « Entrez, je vous en prie ». Comment ça va aujourd'hui? Vous dites même que c'est la première entrée, je vous prie, ça c'est très joliment trouvé dans la petite musique du silence, vous dites c'est la première prière. Entrez, je vous prie. Oui. La première prière, vous le dites mieux que moi, mais elle démarre par là. Oui, on prie sans le savoir, on n'arrête pas de prier. Vous êtes prié d'essuyer vos pieds en entrant, vous êtes prié de vous asseoir, je vous prie d'eux, etc. C'est incroyable ce qu'on peut prier sans s'en rendre compte. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est dans une détresse et qu'on prie. Je suis d'une famille juive au départ. Et famille Dreyfus, ça vous dit quelque chose? J'ai pas cette petit-neveu petit-neveu de Dreyfus. De Dreyfus, oui. Le fameux Dreyfus, voilà. Mais mes parents m'ont baptisé. Comme on faisait à l'époque après la guerre, par précaution, je dirais. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même eu donc beaucoup de persécutions à l'égard des familles juives, et qu'ils ont voulu me préserver de ça, nous préserver de ça, nous, leurs enfants. Et donc ce baptême, il n'est pas anodin. Il m'est resté comme quelque chose, comme une empreinte. Je me suis rendu compte que je priais. Je suis un vrai judéo-chrétien. Voilà, mais on est tous juifs. Enfin, tous les chrétiens, pardon, j'ai bien tapé sur mon micro. Tous les chrétiens sont le Christ était juif. Hein. Voilà. Et j'en ai parlé souvent avec notre ami Jean-Michel Di Falco. Il m'a dit, la religion juive est la mère de la religion chrétienne. Et qu'elles sont issues l'une de l'autre. Et donc, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une opposition, mais dans une continuité, une complémentarité. Et être ouvert à ces deux cultures m'a ouvert à la spiritualité d'une façon indépendante. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu dans une éducation religieuse, j'ai vécu librement et j'ai pu visiter les religions. Alors, ce qu'a fait Pauline aussi, parce qu'elle, qui a été douchée, c'est ça, à Thésée, qui est en pleine adolescence rock'n'roll, mais vous raconterez avec moi, s'est fait doucher en allant à Thésée par cette ambiance de prière, telle que Thésée pouvait être à l'époque. Exactement. J'imagine. Vous aussi, au bout d'un moment, après une adolescence très catho-catho, animation de messe, guitare, etc., vous avez pris du recul et vous êtes allé faire un petit peu le tour des religions avant de revenir chez vous, finalement. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on était post-68 art et que mes amis prenaient la route, mes meilleurs amis partaient avec le sac à dos, Peace and Love, partaient pour l'Inde, s'arrêtaient en règle générale à Marseille ou en Italie, n'allaient pas beaucoup plus loin, mais bon. Mais les espoirs de nos aurores n'avaient pas dépassé 5 morts. Ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Mais c'était les gros manteaux, vous savez, hindous, indiens, enfin, c'était rigolo comme tout, et puis bon. Et moi, j'ai donc cherché les autres religions. J'avais des amis juifs, donc je suis allée à la synagogue pour toutes les cérémonies auxquelles on était invités. Je suis allée voir chez Bouddha. Je suis allée, enfin, j'ai étudié, j'ai regardé les autres. Pourquoi serais-je catholique par décision parentale? Et puis après, je me suis dit, finalement, c'est là que je suis le mieux. C'est une langue que je parle bien. Finalement, je la comprends bien. Alors, vous avez la chance de partager ça avec votre mari. Alors, son mari, on le connaît à VIP parce qu'il est venu ici. C'est Christian Bugeaud, le comédien, qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'était il y a quelques mois. Et donc, c'est une histoire magnifique à deux de pouvoir partager cette vie de prière assez intense. Parce que c'est pas juste à côté comme ça. Des fois, on a des gens ici, ils disent « Oui, je suis chrétien ». Puis bon, on se rend compte en fouillant un peu qu'ils le sont... comme ça, dans l'air, mais que ce n'est pas encore vécu, ce n'est pas redécouvert. Vous, c'est vraiment très présent dans votre vie, Pauline. C'est obligatoire. Moi, j'ai eu le malheur, et puis c'est pas grave, c'est comme ça, mais d'avoir un premier mariage et d'avoir obligé mon premier mari à se marier religieusement alors qu'il était croyant comme moi j'étais bouchère. Donc c'était vraiment une bêtise de ma part. Et donc quand j'ai rencontré Christian, que je me suis dit ça pourrait être l'homme de ma vie, je dis mais c'est pas sans Dieu, moi je suis pour le couple à 3, hein. Je ne marche pas un couple à 2. C'est toi, le Seigneur et moi. Je peux pas faire sans, je peux pas faire sans Dieu.
Et c'était très mignon parce qu'on jouait à ce moment-là, on s'est rencontrés pour une pièce de théâtre. Et ça s'appelait Le Malcours de Jaco Duberti, une pièce magnifique. Et il me dit, où est-ce qu'on se retrouve? Je dis, écoute, je suis à la messe à Saint-Gervais juste avant de jouer, il n'y a pas de problème. Et comme j'allais à la messe tous les jours à Saint-Gervais, parce que j'étais dans une grande... C'est très, très, très perturbant d'abandonner un premier mariage, de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Toutes les bonnes pensées catho, là, elles sont... ça va pas bien, quoi. Donc j'étais en prière tous les jours. J'allais voir tous les prêtres, je me confessais, je dis qu'est-ce que je fais, où je vais, jusqu'à quelle heure et pourquoi, quoi. Et donc j'étais tous les jours en prière, oui, c'était obligatoire. Enfin, je pouvais pas ne pas prier tous les jours. Donc avant d'aller jouer, j'allais à la messe et Christian, on se retrouve où? À Saint-Gervais. Ah bon. Donc finalement, ça a été un chemin. Et pour lui, c'est magnifique, c'est sa conversion, quoi. Un chemin de conversion et puis un chemin voilà, tous les deux pour avancer finalement dans la foi. Dans la foi, et dès qu'on a été libre par rapport à la pièce, on est allé faire une retraite et c'était obligatoire, quoi. Je ne pouvais pas démarrer un couple, avoir des enfants, si c'était pas avec Dieu. Voilà, alors l'histoire va bien se terminer. Ça c'est un peu déprimant, on va peut-être pas en parler plus en avant, mais tout va bien aujourd'hui, on va dire ça. Mon mariage a été reconnu avec Christian depuis l'origine. Voilà. Le sacrement premier a été annulé, etc. Voilà. etc. Je voudrais qu'on parle d'une action. Je ne sais pas si vous savez que Yves s'est investi en Inde. C'est un pays important. Il a une association avec un site internet très bien fait qui vous en dira plus. Mais je voudrais qu'on en touche quand même deux mots, Yves, de cette association AprèsSchool.org. Ça, c'est le site internet. Quand on s'était rencontrés dans cette émission il y a quelques années, je me souviens que vous aviez fait un appel aux dons pour qu'on, c'était après le tsunami, pour qu'on aide les pêcheurs à ravoir des bateaux. Puis finalement, il y a eu beaucoup de bateaux. Et on s'est dit, c'est peut-être pas des bateaux qu'il faudrait, c'est peut-être plutôt des écoles. C'est un petit peu le projet d'Après-School. C'est exactement ça, c'est que l'aide à ces familles qui avaient tout perdu et qui gagnaient déjà tellement peu et qui avaient tellement rien, que le peu qu'elles avaient, elles l'avaient perdu et en plein deuil avec tous les disparus. Il fallait essayer de trouver un moyen de les aider, donc les bateaux, c'était leur rendre un outil de travail et de subsistance. Mais toutes les associations ont eu la même idée en même temps. Et on s'est retrouvé à Pondichéry avec une foule de bateaux qui étaient sur la plage et qui pourrissaient sur la plage, avec tous les logos des associations qui avaient offert des bateaux. Et on s'est dit, bon, je crois que là, si on veut vraiment faire honneur à nos donateurs et honorer leur confiance, il faut qu'on fasse une action efficace. Et là, on s'est dit, les parents mettent les enfants sur les bateaux et pas à l'école. Et ils les préparent à un avenir de misère, parce que le cours du poisson avait chuté, etc. Donc, l'enjeu, c'était de les remettre dans un parcours qui pouvait les emmener vers un avenir. On s'est dit, il faut construire une école. On avait la chance d'avoir gagné beaucoup de dons et de confiance de la part des donateurs. On avait assez d'argent pour acheter un terrain et construire une école. On a cherché le terrain, on l'a trouvé, on a construit l'école. Elle existe, elle s'appelle Après-School. Et elle héberge une petite centaine d'enfants des plus défavorisés parmi les castes les plus basses. En l'occurrence, c'est des Nariquerevards. Et ce sont des enfants qui n'auraient jamais eu aucune opportunité d'aller à l'école ou d'apprendre un métier. Là, on va les suivre depuis la maternelle jusqu'à l'apprentissage et à la formation. Et voilà, ces enfants, on peut leur offrir un avenir et on leur donne des parrains, des marraines qui peuvent parrainer un enfant pour 2 € par jour. C'est ça, oui, je sais. Et avec 2 € par jour, on offre un avenir à un enfant qui n'en avait pas. Donc le site internet va s'afficher sur votre écran, www.apreschool.org. Allez voir le site parce qu'on peut également être bénévole si on a 2 ou 3 mois à donner comme ça, on peut être bénévole et je trouve quand même que c'est intéressant aussi de s'investir en actes, mais bien sûr les dons sont les bienvenus. Je tenais absolument à ce qu'on en parle parce que ça, on repart, voilà, l'humanité dont on parlait en début d'émission avec Yves Dutheil, c'est aussi une humanité en acte auprès des humains. Je rappelle, la petite musique du silence, collection Grand Témoin, ça c'est pour vous Yves, on retrouve la délicatesse de votre plume sur tout un tas de sujets, des sujets profonds, des sujets plus légers, mais bon, c'était quand même les chroniques pour Panorama, donc ça c'est pas non plus olélé. Hein. Je veux dire, il y a aussi des moments d'humour dans ces chroniques, je pense à la dernière, On part, qui est vraiment juste... le cauchemar que c'est de partir en vacances, et ça se termine, on va dire, bon, l'année prochaine, on reste à la maison, ça va nous faire des vacances. Mais le ton est quand même aussi donné dans ce sens-là. Et je voudrais dire, rendre hommage à Bertrand Révillon, parce que c'est Bertrand qui m'a donné envie de faire ces petits textes courts. À l'époque, il était rédacteur en chef de Panorama. Voilà, et qui a eu l'idée, moi je m'en souviens, j'étais abonné à l'époque, de venir vous chercher. C'était vraiment une super idée. C'était décalé et ça tapait juste sur le fond, donc c'était vraiment top. Je dis juste, ce prix, il a été retenu pour le prix Spiritualité d'aujourd'hui, 2014. Peut-être bientôt. C'est un très, très, très beau livre.
Moi, je suis ravie de l'avoir et je vais l'offrir et l'offrir et l'offrir. Et voilà, c'est un beau cadeau à offrir, mais je suis d'accord. C'est de la réflexion en même temps avec un style... Ça se lit pas d'un seul trait, ça se lit. Voilà. Et alors, à offrir, tant qu'à faire, vous faites le livre, puis le DVD, le CD, pardon, de Flagrant délit, Yves Dutheil, et puis on peut rajouter une place de théâtre pour la patiente. Enfin, ça fait des super cadeaux. On est en train de vous faire vos cadeaux d'anniversaire. N'hésitez pas. Donc la patiente, je rappelle, c'est à l'Actéon jusqu'à fin avril. Et ce sont les deux jeunes acteurs qu'on a vus samedi et dimanche jouer tout à l'heure. Et puis on va terminer l'émission alors avec une pointe d'humour. On va quand même expliquer. Il y a quelque temps, j'ai entendu morte de rire Yves Dutheil à la radio dans l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, où Cyril Hanouna lui avait demandé de reprendre Le Petit Pont de Bois, mais avec les paroles de la chanson Antisocial de Trust. C'était très particulier, il faut quand même dire ce qu'il y a. Et je me dis, mais alors franchement, si lui il peut le faire, on peut le faire aussi. Donc ceci est une séquence Cyril Hanouna que nous inaugurons dans cette émission VIP, où je vais demander à Yves de brancher sa guitare et de nous chanter un chant très connu dans les églises qui s'appelle « Trouver dans ma vie ta présence ». Vous connaissez, Pauline? Je vais trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Je crois qu'on tient un tube. Ah, c'est inédit, là. Alors, c'est parti. Trouver dans ma vie ta présence, sans tenir une lampe allumée. Choisir avec toi la confiance, fiance, aimer, se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. T'aimer dans l'appel du silence, chercher dans le noir de la foi. Te suivre en chemin d'espérance immense, entendre mon nom dans ta voix. Manger le pain blanc à ta table, et boire à la coupe du sang. Goûter le mystère ineffable, fable, et vivre de toi le vivant. Merci Yves Dutheil de vous être prêté au jeu. Merci Pauline pour tout ça. Et à très bientôt à tous les deux. Bonne continuation. Merci. Merci Emmanuel.